Bonjour à tous, dans la vidéo de cours d'aujourd'hui, nous allons faire la partie sur la mise en place de lois républicaines qui contribuent à enraciner la République. Il s'agit donc de la dernière partie du chapitre sur la Troisième République. Cette vidéo de cours contient donc un exercice à réaliser dans la première partie de la vidéo, puis la correction de cet exercice, des explications de cours, ainsi que la trace écrite à noter. Donc, première partie de cette vidéo de cours, un exercice à réaliser. Vous avez donc la consigne de l'exercice qui se trouve affichée au tableau. Il s'agit d'expliquer comment la Troisième République élargit, donc c'est-à-dire augmente, les libertés, mais aussi les droits politiques et sociaux des Français. Et pour ça, vous allez pouvoir vous aider donc du document 1 et 2, page 152, ainsi que du document 2, page 156. Donc pour comprendre ce qu'on entend par droits politiques et sociaux, rappelez-vous, on l'avait vu plus tôt dans l'année dans un chapitre de MC, les droits politiques c'est tout ce qui est en rapport avec la participation donc des citoyens à la vie politique de la France, et les droits sociaux, donc c'est les droits qui permettent de garantir une justice sociale entre les personnes, donc une égalité, comme par exemple droit à l'éducation, droit à accès aux soins, etc. Donc je vous conseille de mettre la vidéo en pause le temps que vous réalisez l'exercice. Une fois que vous avez terminé de réaliser l'exercice, eh bien vous pouvez remettre la vidéo en action pour avoir donc la correction. Le document 1, page 152, met en avant plusieurs libertés qui sont donc acquises par les Français sous la Troisième République. On vous parle notamment de plusieurs lois qui datent de 1881 sur la presse, donc on vous dit qu'il y a la liberté d'imprimer librement, que tout journal peut être publié sans autorisation préalable, ça veut dire qu'il n'y a pas de censure. Ensuite, vous avez donc des lois de 1884 sur le droit syndical, donc on vous dit que toutes les associations pour les droits des travailleurs, c'est ça un syndicat, une association pour les droits des travailleurs, a le droit de s'exercer librement avec l'autorisation donc du gouvernement. Et on vous dit également loi de 1901 sur ce qu'on appelle le droit d'association, c'est-à-dire le fait que n'importe quelle personne a le droit de se réunir pour, par exemple, se réunir dans le cadre d'une association pour aider les personnes, par exemple, en situation de pauvreté, ou pour n'importe quel motif de manifestation, par exemple, on a le droit de se réunir, et on ne peut pas empêcher les gens de se réunir pour discuter de choses ensemble, pour constituer donc une association, etc. On dit que les associations peuvent se former librement sans avoir d'autorisation préalable. Document numéro 2, page 152, vous avez donc un document qui montre donc la liberté du vote qui est au fondement du régime républicain. On vous dit que sous la Troisième République, tous les hommes âgés d'au moins 21 ans ont le droit de voter, mais que par contre les femmes sont exclues du suffrage universel. Donc tout comme sous la Seconde République, qu'on a étudié un tout petit peu plus tôt dans l'année, eh bien, sous la Troisième République, on a également ce qu'on appelle le suffrage universel masculin, puisque ça s'applique à tous les hommes en âge de voter, donc la majorité est à cette époque-là à 21 ans, mais pas aux femmes, et ça c'est quelque chose dont on reparlera dans une petite activité spécifique qui suivra la fin de ce chapitre. Dans le document numéro 2, page 156, on évoque un événement très important qui a lieu donc sous cette Troisième République, c'est la loi sur la séparation des églises et de l'État. C'est par cette loi de 1905 que la France devient un pays laïque. Que dit cette loi ? Dans l'article 1, elle nous dit que la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. La République autorise n'importe quelle personne à avoir une liberté de conscience, c'est-à-dire à croire en ce qu'il souhaite ou à ne pas croire, mais si elle garantit le libre exercice des cultes dans un cadre privé, c'est-à-dire que chez soi on peut faire ce qu'on veut et
pratiquer la religion que l'on souhaite ou ne pas pratiquer de religion, eh bien la religion ne doit plus s'exprimer dans l'espace public. Et c'est pour ça que dans l'article numéro 2, on vous dit que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Ça veut dire que la France, qui pendant longtemps a été un pays donc officiellement catholique, ne reconnaît plus de culte officiel et l'État ne va donc pas donner d'argent pour favoriser une religion par rapport à une autre. Donc l'État ne va plus donner d'argent notamment pour l'entretien des lieux de culte. Seule petite exception, l'État, et c'est toujours le cas à l'heure actuelle, est parfois amené à donner de l'argent pour l'entretien des lieux de culte, mais c'est pas dans le cadre où ce sont des lieux de culte, mais parce que ce sont des monuments historiques. Parfois l'État verse de l'argent pour entretenir certains monuments qui sont des lieux de culte catholiques, mais c'est dans une optique de préservation du patrimoine historique, et pas parce que ce sont des lieux de culte. Ça veut dire que les prêtres ne sont pas payés par l'État, et que les bâtiments religieux, donc, ne reçoivent pas d'argent de l'État pour le fonctionnement religieux. Ça veut dire qu'à partir de 1905, la France est laïque, on reconnaît le droit à chaque personne d'exercer ou pas la religion qu'il souhaite dans son cadre privé, mais dans le cadre public, et ça fait suite à ce qu'on avait déjà vu précédemment dans ce chapitre sur l'école, qui dans les lois de 1881-1882 édite une école laïque, bien, dans tout ce qui est l'espace public, à l'école, par exemple, on ne doit plus enseigner la religion. La religion, elle a sa place dans le cadre privé, mais plus dans l'espace public, et c'est l'objet de cette loi de 1905. On va étudier ensemble un document justement pour comprendre un petit peu les origines de cette séparation de l'Église et de l'État, mais aussi les conséquences que ça va avoir sur la société française. Donc ici, vous avez un document que nous allons étudier. Il s'agit d'une lithographie. Donc une lithographie, c'est une œuvre d'art qui est réalisée par impression sur une pierre calcaire. Et cette lithographie, donc qui peut être calquée ou dessinée directement sur un support, eh bien, elle est anonyme. On ne sait pas qui l'a faite et elle est donc exposée au musée Jean Jaurès. Cette lithographie, elle traite de la séparation de l'Église et de l'État. Elle nous montre donc 5 personnages sur lesquels je vais zoomer et après, on va décrire ensemble ce que représentent ces différents personnages. Donc, vous avez un premier personnage ici, en haut, dans un nuage, qui éclaire un autre personnage ici, qui possède donc une hache dans les mains. Cette hache sert à couper un nœud qui va relier un personnage ici à un autre personnage que vous avez là. Et le dernier personnage de cette lithographie se trouve ici, donc, en bas, à droite, dans le coin de l'image. Donc ici, vous avez une explication des différents éléments du tableau. Ce premier personnage que je vous ai montré, eh bien, il s'agit en fait d'une représentation de Voltaire. Voltaire, rappelez-vous, c'est un philosophe des Lumières, et il symbolise donc la connaissance éclairée, c'est le symbole donc du triangle qui se trouve derrière Voltaire, la connaissance éclairée, qui va, cette période des Lumières et ces idées qui ont été développées, rappelez-vous, on parle déjà de la tolérance religieuse à la période des philosophes des Lumières, et bien qui va éclairer un personnage qui se trouve ici, qui s'appelle Émile Combes, et qui est président du Conseil de la Troisième République, et qui est extrêmement favorable à la séparation entre l'Église et l'État. Il tient dans ses mains une hache, cette hache elle est donc le symbole de la volonté justement de la séparation, et cette hache elle va servir à couper le nœud de la discorde entre l'Église et l'État. Pourquoi on se parle de discorde? La discorde c'est quand on a des conflits, quand on ne s'entend pas, eh bien ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des conflits entre la Troisième République et l'Église, notamment avec le pape, puisque
Cette idée de séparation de l'Église et de l'État, de la laïcité, c'est quelque chose qui est évoqué depuis un petit moment déjà par la République, et c'est quelque chose auquel s'oppose profondément le pape, forcément, qui ne veut pas que la France devienne laïque, puisque la France a toujours été un pays catholique, et c'est à l'origine donc de tensions entre la République française et le pape. Le pape qui est d'ailleurs représenté ici et qui est le symbole de l'obscurantisme de l'Église. Donc l'obscurantisme, c'est l'attitude de ceux qui s'opposent à la diffusion du savoir, de l'instruction, de la culture, etc. L'idée qui est évoquée ici, notamment avec, là, ici, un chapeau un peu démesuré qui est 4 fois plus gros que la tête du pape, un habit tout doré avec plein de détails, etc. C'est un peu une façon de se moquer de l'Église, notamment de cet aspect qui a souvent été critiqué de l'Église par rapport à son enrichissement. Donc le fait que l'Église possède de nombreux biens, récolte de l'argent auprès des fidèles, etc. Et bien tout ça, ça va être critiqué notamment à travers ce personnage, et c'est un peu l'idée que voilà, l'Église, elle est encore dans un mode de fonctionnement un peu archaïque, un peu ancien, et qui, pour les républicains, n'est plus en phase avec la façon dont la société est en train d'évoluer. Il y a une autre critique qui est faite par rapport à l'Église, qui est ici, donc vous avez un curé, donc on peut supposer qu'il est couché par terre parce qu'il est saoul, puisqu'il a une bouteille probablement de vin dans la main, et c'est un peu le symbole des dérives de l'Église, qui est assez critiqué à cette période. Donc ça veut pas dire que les curés sont saouls, hein. C'est une image, c'est un symbole, mais c'est une façon de montrer que l'Église, elle est très critiquée dans la société, notamment parfois l'attitude des personnes de l'Église envers les gens dans la société, l'Église qui est contre le progrès, qui est contre par exemple le fait que l'école devienne laïque, qu'il y ait un enseignement qui se diffuse pour tous et qui ne soit plus géré par l'Église, bah tout ça c'est critiqué à travers cette caricature de dire que, à travers ces deux personnages qu'on a ici, bah l'Église elle est tournée vers un temps ancien, elle n'est pas en phase avec la modernité et les progrès qui sont faits dans la République, les libertés qui ont été données aux citoyens, et que c'est notamment pour ça que l'État et l'Église doivent devenir deux entités séparées. La République, elle est illustrée justement ici par ce personnage donc de la Marianne, qui est le symbole de la République. Donc la Marianne, c'est ce qu'on appelle l'allégorie de la République. L'allégorie, c'est un personnage qui symbolise une idée. Donc là, la Marianne, c'est un personnage qui symbolise la République. Rappelez-vous, on a vu une autre allégorie dans un chapitre précédent, on avait vu la déesse Thémis, qui était l'allégorie, le symbole de la justice, donc un personnage qui représente une idée. Et l'idée de cette séparation de l'Église et de l'État, c'est de dire que la République et l'Église sont en conflit, parce qu'elles n'ont plus forcément les mêmes idées, et que justement cette séparation, eh bien, elle va permettre à ces deux entités différentes, l'État et l'Église, d'évoluer chacune de leur côté. Ça ne veut pas dire qu'on supprime la religion. Rappelez-vous, dans l'école, on continue de dire que on ne fait pas l'école le jeudi pour que les enfants puissent suivre, s'ils le souhaitent, une instruction religieuse. Simplement, cette instruction religieuse, elle est évacuée de l'espace public, et c'est l'objet de cette loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc pour conclure le chapitre, vous allez copier dans votre cahier à la suite la trace écrite suivante. La Troisième République, on vient de le voir, elle accorde des libertés aux Français, comme par exemple la liberté de la presse ou la liberté d'association. Elle va élargir les droits politiques, avec la mise en place donc, du suffrage universel masculin. Elle met en place la séparation de l'Église et de l'État, qui permet à tous la liberté de culte, mais qui ne reconnaît aucun culte officiel et qui permet donc à la France de devenir laïque. Et on a également, donc on avait vu plus tôt dans le chapitre, les lois de Jules Ferry de 1880-1882, qui vont donc rendre l'école gratuite, laïque et obligatoire.